Merci, Madame Jean-Baptiste, d'être là. Donc, comme vous le savez déjà, le projet ECHO est un programme d'apprentissage basé sur les cas. Donc, nous aurons 2 cours de présentation didactique pour chaque session et la majeure partie de notre temps sera consacrée à la discussion des cas cliniques ou pratiques qui sont tout à fait réels. Donc, cette session sera enregistrée et veuillez activer votre caméra quand vous allez prendre la parole. Donc, ne divulguez aucun renseignement médical personnel pendant la discussion. Désactivez le micro, s'il vous plaît, quand vous ne parlez pas. Une fois de plus, je vous souhaite encore la plus cordiale bienvenue à notre session. Donc, pour la session d'aujourd'hui, on va inverser l'ordre de la session. Donc, nous allons d'abord avoir la présentation didactique de la session, par la suite, la présentation de cas. Parce que l'expert du jour, notre directeur, le docteur Bonsi, donc, il ne sera pas disponible durant toute la session. Donc, à tous seigneurs, tout honneur, nous cédons la place à docteur Bonsi pour la présentation didactique d'aujourd'hui. Et je vais demander à Reynold d'afficher pour nous la présentation. Merci encore. Bonne audition, bonne participation. Bonjour à tous. Encore une fois, bonjour. Et c'est un plaisir de pouvoir aborder aujourd'hui le sujet d'actualité qui est la menace des maladies infectieuses émergentes et leur détection. Comme vous vous rendez compte, depuis quelques années, ces maladies infectieuses sont de plus en plus courantes. Elles prennent naissance au niveau de certains pays et elles se disséminent rapidement vers les autres pays du globe. Et nous avons remarqué l'importance du laboratoire dans la maladie, dans la détection de ces maladies et l'importance aussi des données de laboratoire dans la riposte à mettre en place pour contrer l'extension de ces maladies. On peut dire qu'actuellement dans le monde est un petit village en quelque sorte, puisqu'on peut se déplacer beaucoup plus facilement qu'autrefois. Et dans ce monde qui est très connecté, une maladie peut être transportée de n'importe quel bourgade éloigné de n'importe quel pays à n'importe quelle grande ville sur n'importe quel continent en moins de 2 jours. La pandémie de COVID-19 en est l'illustration parfaite. En l'espace de 2 ans, le monde entier est passé d'une relative indifférence vis-à-vis d'une maladie qui sévissait dans une lointaine province chinoise et qu'on pensait provoquer par l'ingestion d'animaux exotiques. Rappelez-vous que beaucoup d'images ont circulé sur Internet montrant à tort d'ailleurs des Chinois qui mangeaient des chauves-souris, etc. Donc ceci a été quelque chose qu'on n'a pas pris trop au sérieux et maintenant, le COVID-19 est vraiment dans tous les pays et c'est devenu un cauchemar au niveau des grandes métropoles du monde industrialisé. On se rappelle également l'introduction du virus Ebola dans un hôpital du Texas par un Américain qui avait manifesté aucun signe de cette maladie quand il est monté dans l'avion qui devait l'amener de l'Afrique aux États-Unis. Nous avons également l'expérience du choléra en Haïti. L'expérience du choléra en Haïti a été provoquée par un soldat ou des soldats népalais qui faisaient partie d'un contingent de l'ONU qui était stationné aux abords du fleuve Antibonite. On sait maintenant, grâce aux études moléculaires qui ont été menées sur les sources de Vibrio cholerae, et bien que ce bacille était en fait en train de circuler au niveau du Népal à peu près quelques jours avant que ce contingent arrive en Haïti. Et bien voilà que ce bacille toxicogène extrêmement dangereux ont été déversés dans le fleuve Antibonite parce que les déjections n'étaient pas bien conditionnées et à ce moment-là,
plus de 10 000 personnes ont perdu la vie à cause de cela. Près de 800 000 personnes ont été contaminées durant près de 9 ans. C'est ainsi aussi que les flux migratoires d'Haïti vers l'Amérique du Sud expliquent la présence de certains nouveaux virus qu'on ne connaissait pas autrefois, comme le virus de Mayao, par exemple, qui est un virus qui a été décrit surtout en Amérique du Sud et qui a été identifié récemment au niveau de Gressier-Léogane, qui est une ville du sud d'Haïti. Ceci est sans doute dû au fait que les Haïtiens qui vont travailler en Amérique du Sud ont tendance à migrer vers d'autres sites, comme c'est l'actualité actuellement, où beaucoup d'Haïtiens, près de 10 000 Haïtiens venant du sud de l'Amérique, sont en train de faire le trajet pour aller vers les États-Unis et sont refoulés actuellement vers Haïti, apportant éventuellement avec eux des pathogènes qu'ils ont contactés au cours de leur périple. La sécurité sanitaire est une préoccupation à cause de cela, une préoccupation mondiale, et la seule manière pour l'autorité sanitaire d'un pays de prévenir la survenue inopinée de ces événements est donc de se préparer à toute éventualité. Ici, les grandes nations comme les petites ont intérêt à ce que la maladie émergente soit rapidement contenue à partir du territoire où elle a pris naissance. La sécurité sanitaire, c'est un bien public mondial qui repose avant tout sur des actions au niveau national. Ce qui veut dire que chaque pays doit se préparer pour pouvoir détecter l'émergence de nouvelles maladies, en même temps qu'il est en train d'avertir les autres pays que ces maladies ont émergé chez lui et sont susceptibles d'atteindre d'autres territoires. Et c'est ce qui est pris en compte dans ce qu'on appelle la régulation sanitaire internationale. La sécurité sanitaire implique toute une variété de secteurs, tels que la santé des animaux, la santé humaine, l'agriculture, la défense, le développement, l'environnement, la sécurité alimentaire, la planification et la sécurité publique. Sans oublier le tourisme, le commerce et le transport. Comme vous l'avez vu, dans cette crise de COVID-19, tous ces secteurs ont été pratiquement impliqués. Maintenant, comment arriver à savoir si un pays est prêt? À travers le Global Health Security Agenda, un nouveau mécanisme mis en place pour préparer les pays à pouvoir détecter ces maladies et à riposter contre ces maladies, beaucoup de pays ont demandé d'être évalués. Haïti a été également évalué et lors de cette évaluation, on a mis l'accent sur le domaine de la surveillance épidémiologique et du laboratoire de santé publique. Le système de laboratoire organisé un réseau national et coordonné par un laboratoire national de santé publique qui lui-même est un réseau avec les différents laboratoires régionaux, elle a garanti que la mise en évidence de pathogènes émergents se fera vite pour déclencher l'alerte et organiser une réponse efficace. Comment maintenant faire la détection effective et rapide des épidémies? Eh bien, il faut mettre en place tout un système. La rapidité de la détection des épidémies va faire vraiment la différence dans la réponse. Il s'agira d'abord de distinguer la présence d'un germe nouveau de ceux qui circulent déjà à l'état endémique, puis de détecter la virulence. La première étape consiste à mettre en place un système national de transport d'échantillons fonctionnels pour récupérer les échantillons cliniques suspects et les acheminer vers le niveau central. À ce moment, les normes d'emballage et de protection de l'échantillon ainsi que la chaîne de froid devront être respectées. Sur l'image à droite, vous avez en fait schématiquement représenté le système de transport d'échantillons d'Haïti. Comme vous voyez, tous les petits points bleus sont des points de collecte d'échantillons et le laboratoire national se trouve au niveau central et toute une flotte de véhicules et de transport aérien est mise à disposition pour que ces échantillons soient prélevés au niveau de ces points et ramenés rapidement au niveau de central pour être analysés. C'est ainsi que nous avons donc
monter un circuit d'échantillons et les résultats de ces échantillons doivent être renvoyés aux décideurs et les données de laboratoire ainsi générées peuvent être analysées et échangées, non seulement avec nos autorités sanitaires, mais également à travers le système d'échange international. Donc, il y a une phase analytique qui commence au laboratoire avec un premier niveau d'identification. On peut d'ailleurs faire des tests sur le terrain même en utilisant des tests rapides ou bien en utilisant ce qu'on appelle des plateformes point of care, qui sont des plateformes parfois mobiles, versatiles, qu'on peut utiliser pour un diagnostic moléculaire précis. C'est le cas, par exemple, du GeneXpert, qui est une plateforme largement utilisée en Haïti et dans d'autres pays. Une confirmation des premiers résultats par des méthodes de référence peut se faire dans un environnement technique particulier avec un niveau de complexité élevé. Les normes d'emballage et d'expédition des échantillons permettent de faire des expéditions d'échantillons par courrier aérien vers des laboratoires de référence. Mais l'OMS encourage aussi le transfert des technologies de pointe au niveau local pour accélérer les épreuves d'identification. La phase post-analytique est tout aussi importante. Elle consiste à s'assurer que les résultats sont analysés et transmis aux décideurs sanitaires. Donc, quelles sont les méthodes qui sont utilisées pour les micro-organismes, par exemple pour les bactéries? Eh bien, nous avons des méthodes de sérotypage, de culture, antibiogramme, tests de sensibilité, et ces méthodes sont utilisées et constituent quand même des méthodes de référence. Mais il y a de nouveaux développements dans les méthodes de caractérisation des pathogènes bactériens en particulier. La caractérisation de ces pathogènes a donc évolué vers des techniques d'analyse génomique qui sont plus sensibles. Grâce à ces méthodes, nous avons maintenant la capacité de profiler différentes communautés microbiennes à l'aide du séquençage de nouvelles générations. Il y a plusieurs stratégies de séquençage. La première, appelée métagénomique d'Amplicon, utilise généralement des gènes du gène, les régions du gène de l'ARN et de ribosomal comme marqueur phylogénétique, tandis que la deuxième est appelée métagénome shotgun et est une approche de séquençage du génome entier, le whole genome sequencing, c'est-à-dire le séquençage du génome entier peut fournir une méthode d'analyse rapide et abordable des épidémies avec une résolution nettement supérieure à celle des méthodes conventionnelles. De même, on a développé des méthodes de PCR multiplex qui permettent, n'est-ce pas, de détecter des gènes dans un échantillon à l'aide de plusieurs amorces spécifiques. Et la méthode multiplex est une méthode bien établie pour la détection rapide et fiable des gènes de virulence. Nous sommes en train de mettre en place une telle méthode ici en Haïti pour détecter les gènes de virulence de souches de vibrilles qui circulent dans l'environnement. Il y a aussi d'autres nouvelles méthodes, par exemple le MALDI-TOF. Le MALDI est une technique de typage moléculaire qui identifie les isolats bactériens sur la base de profils protéiques uniques. Donc, chaque bactérie va avoir un profil particulier et la machine pourra analyser ce profil et donner une identification précise en quelques minutes seules. Enfin, certains auteurs préconisent l'utilisation simultanée de techniques de détection rapide comme MALDI-TOF et de techniques de caractérisation avancées comme le séquençage du génome total. De nombreux virus ont pu être introduits dans les populations humaines et restent à découvrir.
Les méthodes de diagnostic traditionnelles dont nous venons de parler, comme la réaction de polymérase en chaîne, PCR, les tests immunologiques, les tests antigéniques, les tests sérologiques, ne font que détecter des virus connus déjà. Et même des puces à ADN, comme nous avons ici une image sur cette diapositive, à gauche de la technicienne, vous avez ce qu'on appelle le microarray biochip analyzer. C'est un système qui permet d'analyser plusieurs séquences en même temps. Mais à droite, vous avez un appareil de PCR en temps réel qui permet de réaliser la PCR. Donc, ces deux éléments-là, qui sont quand même des technologies assez pointues, nous permettront de détecter que des virus déjà connus. Maintenant, il faut aussi prendre en compte le fait que tous les virus mutent avec le temps. Certaines mutations peuvent affecter les propriétés du virus et influencer, par exemple, sur la facilité avec laquelle il se propage, la gravité de la maladie qu'il cause ou qu'il entraîne, ou l'efficacité même des vaccins et des médicaments et même des outils de diagnostic. Donc, la phylodynamique, qui consiste à analyser les différentes séquences du virus et qui peut permettre de voir d'où sort ce virus sur la planète et quel trajet ce virus a fait pour aboutir à d'autres territoires, eh bien, cette phylodynamique va nous permettre de dater l'apparition des virus et de même de suivre leur progression dans le temps. Il y a une nouvelle initiative appelée J7. C'est un système qui permet à tous les laboratoires qui ont séquencé les virus de partager ces données à travers J7. Et grâce à cela, les scientifiques peuvent suivre l'évolution des virus et peuvent suivre et aussi l'apparition de nouveaux variants de ces virus. Les variants peuvent être minoritaires au début, mais après un certain temps de circulation dans un pays, dans une population, ces variants peuvent devenir majoritaires et remplacer les premières souches et originelles du virus qui circulent. C'est ainsi qu'on a vu, par exemple, grâce au système de surveillance génomique que nous avons mis en place au laboratoire national depuis janvier 2021, que le variant originel qui circulait au début a été progressivement remplacé par un variant d'origine brésilienne, appelé le variant gamma, et aussi un variant qui avait apparu d'abord au Royaume-Uni, on appelle le variant alpha, et maintenant, on est capable de détecter la présence du variant delta et aussi d'autres variants mineurs qui sont des variations du virus originel. Ces variants peuvent éventuellement échapper à la vaccination, c'est-à-dire qu'une personne qui a été vaccinée pourrait éventuellement être contaminée par ces variants. Donc, en conclusion, il y a de la responsabilité de tous les pays, même les moins avancés, d'intégrer les dernières technologies de séquençage génomique de nouvelle génération et de chercher à développer une expertise en bioinformatique et en épidémiologie moléculaire. Ceci pour trouver, suivre et arrêter les agents pathogènes beaucoup plus rapidement et avec une plus grande efficacité, car il y va de la sécurité sanitaire mondiale. Je vous remercie de votre attention. Nous remercions infiniment Dr. Bonsi pour sa prestigieuse présentation. Maintenant, je demande aux prestataires de poser des questions à Dr. Bonsi. J'ai une question. Merci. Présentez-vous d'abord. OK, je suis Pierre Dieuseul. Je travaille au Centre Sainte-Claire d'Assise, marchand des Salines. D'accord, merci Dieuseul. Posez la question. D'accord. Et face à l'expulsion massive de nos frères haïtiens venant de différentes régions de l'Amérique latine, est-ce que ça peut provoquer
chez nous l'émergence d'une maladie quelconque et si c'est possible, quelles précautions à prendre pour l'éviter? Merci, Dussel. OK. C'est une très bonne question. En fait, si vous regardez le profil des personnes qui sont rapatriées récemment en Haïti, vous verrez que ce sont des gens qui vivaient dans des pays de l'Amérique du Sud et qui ont pris la disposition de laisser ces pays pour traverser beaucoup d'autres territoires de l'Amérique du Sud pour atteindre le sud des États-Unis d'Amérique. Si vous observez leurs témoignages, vous verrez que certains vous disent qu'ils ont voyagé pendant plus de 4 mois, qu'ils ont dû bivouaquer dans des endroits, dans des espaces ouverts, qu'ils ont dû traverser des forêts et qu'ils se sont retrouvés, n'est-ce pas, finalement, après 4 mois de voyage au niveau des États-Unis. Maintenant, que se passe-t-il dans l'Amérique du Sud sur le plan de la transmission de maladies? Nous savons qu'il existe de nombreux virus sylvatiques, c'est-à-dire des virus qui existent chez les animaux sauvages, comme les singes, par exemple, ou d'autres animaux sauvages, et que ces animaux-là sont piqués par des moustiques, et que ces mêmes moustiques peuvent piquer l'homme. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'un moustique qui avait un réservoir, un virus, pardon, qui avait un réservoir dans le milieu des animaux sauvages, peut être transmis à l'homme. Et ceci peut arriver à travers des moustiques, des piqûres de moustiques. Vous avez ce qu'on appelle les arboviroses. Ce sont des virus qui sont transmis par les arthropodes. Et donc, le risque existe éventuellement que ces personnes-là soient contaminées au cours de leur périple et ainsi revenant sur le territoire national, comme ces moustiques existent aussi en Haïti, que le cycle de transmission de ces moustiques-là et de ces virus-là avec le vecteur, qui est le même vecteur, n'est-ce pas, permettrait la transmission des maladies. Alors, c'est le rôle justement du système de surveillance et de laboratoire de se préparer pour pouvoir éventuellement détecter l'émergence de ces nouveaux virus. Donc, c'est une question vraiment appropriée pour ce que nous avons traité aujourd'hui. Merci. On prend les autres questions. On attend les autres questions. C'est le moment de poser les questions. Parce que nous avons avec nous au hub l'expert. Nous saluons l'hôpital Immaculée Conception de Port-de-Paix. Nous saluons l'hôpital de Bernabeuse, représenté par M. Nicolas. On attend les autres questions. Merci, Miss Elinoz. Il n'y a que M. Dussel qui a une question. Les questions, s'il vous plaît. Je pense que je viens de me joindre avec M. Hamel. Est-ce que Achille, vous avez une question? Merci. Oui, bien sûr. On a une question. On aimerait demander au docteur Bonsi à quoi sert donc la vaccination et face à un virus émergent, un virus qui subit des mutations. Alors, à quoi sert la vaccination si la vaccination ne peut protéger contre tous les
quoi faire la vaccination. Okay, merci pour la question. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vaccin, les vaccins plutôt, qui sont sur le marché actuellement, ont été conçus pour protéger la population, les populations de maladies graves pouvant amener à des hospitalisations et aussi de protéger contre l'évolution vers des décès. Maintenant, on s'est rendu compte que certains variants provoquent ce qu'on appelle l'échappement vaccinal, c'est-à-dire que la personne qui rencontre ce variant, même s'il est vacciné, pourrait être infecté par ce variant, mais en grande majorité ne développera pas de forme grave ou de forme l'amenant au décès. Ça, ce sont les vaccins actuellement disponibles. Donc, basé sur ces données-là, on recommande quand même de se faire vacciner parce que, à ce moment, vous pourriez attraper la maladie, mais vous feriez une forme atténuée, c'est-à-dire une forme grave, une forme pas grave, excusez-moi, une forme légère de la maladie. Maintenant, est-ce qu'il y aura un vaccin universel qui permettra de protéger contre tous les variants? Pour arriver à un tel vaccin, probablement que le développement technologique ira vers un vaccin vivant atténué, ce qui n'est pas encore le cas. Pour le moment, les technologies qui sont utilisées sont des technologies qui fabriquent des vaccins à partir de soit d'antigènes, soit de vecteurs viraux. Et le but final de ces vaccins qui sont disponibles actuellement, c'est d'empêcher que les gens fassent des formes graves ou des formes mortelles. Merci pour la question. Et s'il n'y a pas d'autres questions, s'il vous plaît? S'il n'y a pas d'autres questions, nous devons remercier le Dr Bonsi pour sa prestigieuse présentation. Et je demande à tous les prestataires de pouvoir l'applaudir chaudement. Merci. Merci beaucoup, Dr Bonsi, pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, Dr Bonsi va pouvoir se déplacer. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot à nous dire avant de pouvoir se déplacer. Oui, j'ai une question. Donc, je vous parle, M. Hamel. Dr Bonsi. Bonsoir. Alors, c'est laboratoire. C'est laboratoire. Donc, je suis nouveau dans le groupe. Je vous ai dit M. Hamel Eder et M. et Dr Bonsi. Donc, ma question, c'est que j'aimerais savoir si un patient donc, a pris une dose, donc la première dose avec est-ce que peut prendre la deuxième dose avec On a pas bien entendu, mais si je comprends bien sa question, il voulait savoir si un patient a pris une première dose avec un vaccin, il peut prendre une deuxième dose avec un autre vaccin, c'est ça? Probablement, c'est ça. Je pense qu'on doit observer ce qu'on appelle le schéma vaccinal. C'est-à-dire, vous avez un vaccin qui est conçu, par exemple, pour 2 doses, n'est-ce pas? Et à un intervalle de, par exemple, 2 ou 4 semaines. Donc, vous devez suivre le schéma vaccinal de ce vaccin. C'est-à-dire que vous prenez la première dose et ensuite vous prenez la deuxième dose dans le temps qui est prévu. Maintenant, il y a des études qui se font pour le moment qui montrent que certains pays ou certaines communautés sont en train de favoriser ce qu'on appelle une dose booster.
c'est-à-dire pour augmenter encore plus la capacité immunologique du patient. Donc, ces doses booster-là vont utiliser un autre vaccin que le premier vaccin que la personne avait reçu. Merci, M. Sinal, pour la question. Il faut terminer. Il faut terminer avec ce vaccin-là. Il faut terminer avec le premier vaccin, comme c'est prévu. Merci beaucoup, M. Merci, Sinal. je suis content de voir les participants qui sont dans les villes de province et partout, et nous sommes confiants que cette session permettra un très bon échange dans la communauté de laboratoire. À très bientôt, donc. D'accord, merci, donc. D'accord, merci, docteur Mossi. Merci. Bon, merci, nous allons pouvoir continuer avec la session d'aujourd'hui. Donc, on va passer à notre question de clarification. Donc, je demande à Reynold d'afficher pour nous la première question de clarification. La question de sondage. On va prendre la première question de sondage. Donc, durant ce temps, je demande à l'hôpital universitaire de Mirebalais de pouvoir se préparer pour la présentation du cas d'aujourd'hui. Donc, voici donc la question. Voici donc la question. Le choléra, l'une des maladies émergentes qui était émergente en Haïti, fut introduit par petit A, un soldat américain, petit B, un soldat ivoirien, petit C, un soldat népalais, petit D, aucune réponse. Je demande aux prestataires de pouvoir voter pour la meilleure réponse. Et comme vous le savez déjà, les réponses sont tout à fait anonymes. Votez, je vous donne 40 secondes pour voter pour les réponses. Allez-y. Donc, HUM, préparez-vous, s'il vous plaît, pour la présentation du cas. Votez. OK. Yolette, votez, s'il vous plaît. Merci. On va passer à la réponse. OK. Donc, je reprends la question. On avait dit que le choléra, l'une des maladies qui était émergente en Haïti, fut introduit par petit A, un soldat américain. Donc, 1 sur 31 personnes, ce qui vous donne une valeur de 3%, a voté pour cette réponse. Pour un soldat ivoirien, 0%. Et finalement, le petit C, 30 sur 31 personnes, ce qui représente une valeur de 97%, ont voté pour la troisième réponse. Et pour petit D, il n'y a aucune personne. Donc, la meilleure réponse, c'est par un soldat népalais, comme le docteur Mossi a su mentionner dans la présentation. Merci. Donc, je demande à l'hôpital HUM, en l'occurrence, M. Djonka, de pouvoir se préparer pour la présentation du cas. M. Djonka, vous êtes là? M. Djonka de HUM, est-ce que vous êtes là? Vous êtes déjà prêt? Oui, nous sommes là, nous sommes prêts. D'accord, M. Djonka, vous êtes autorisé de partager l'écran. Monsieur Djonka, est-ce que vous pouvez faire un test pour sélectionner le bon micro? On vous entend difficilement. Monsieur Djonka, on vous attend.
Voilà, est-ce que ça marche? Est-ce que ça va, M. Hamel? Vous m'entendez? Ça va. Oui, ça va. Vous pouvez commencer avec la Vous pouvez présentation. commencer et déposer le micro. Merci encore une fois. Salut tout le monde. Je suis Fradieu Demillier Jonca. Je donne mes services en biologie moléculaire à l'hôpital universitaire de New-Palais. Je suis là avec vous cet après-midi pour la présentation de cas de non-conformité se basant sur deux phases, phase analytique et post-analytique, avec un considérant bien sûr de revue de direction, retour d'information, compte rendu des résultats et diffusion. Ce cas concerne un examen d'urine et demandé en cytobactériologie. Alors, je dois vous donner un petit échantillon, c'est urine. Non. Cytobactériologique. Et le cas, c'est que dans un centre hospitalier dans la zone métropolitaine, il y a eu une patiente pour qui son médecin a demandé quelques examens comme hémogramme complet, HIV-test et un test d'urine. Et nous allons nous arrêter seulement, comme je viens de vous le dire, sur le test d'urine pour lequel on a eu comme résultat en macroscopie couleur jaune-orange, aspect trouble, densité 1020, pH 6, nitrite positif, sans trace, leucocyte 3+, protéines positives. Tandis qu'en microscopie, on a eu comme résultat 3+ pour les bactéries trouvées, cellules épithéliales estimées à 4+, 65 à 70 globules blancs par champ, avec des masses de pus estimées à 2+, levure simple 2+, bourgeonnante 3+, et 2 à 4 globules rouges par champ. Compte tenu de ces résultats, le responsable du laboratoire était allé retrouver le médecin soignant pour lui faire une proposition d'examen des sécrétions vaginales pour la patiente. Eh bien, animé de sa colère, malheureusement, le médecin soignant a refusé. Après 48 heures, la patiente était retournée au rendez-vous à ce dit centre hospitalier. Eh bien, à l'issue du médecin, le responsable du laboratoire lui a demandé un prélèvement des sécrétions vaginales. Et comme résultat, bactéries 3+, cellules épithéliales 4+, 80 à 85 globules blancs par champ, encore des masses de pus estimées à 2+, des levures simples 2+, bourgeonnantes 2+, mais cette fois-ci, il y a des maillons de filaments mycéliaires estimés à 2+, avec encore 0 à 2 globules rouges par champ. Le pire encore, c'est que dans le frottis de la patiente, parmi les bactéries trouvées, on a pu constater la présence de diphlocoque gram-négatif intracellulaire. Eh bien, comme première action entreprise par le responsable du labo, il était allé lui-même remettre les résultats des sécrétions vaginales au médecin soignant avec bien sûr des explications. Là, il a dû commencer à faire face à pas mal de difficultés. D'abord, difficulté de proposer le test des sécrétions vaginales au médecin pour la patiente. Cette fois-ci, difficulté de lui présenter les résultats. Et ensuite, mécontentement du médecin soignant. Eh bien, la raison pour laquelle nous vous soumettons ce cas cet après-midi, c'est pour savoir si notre attitude a été bonne, comment faire face, ou bien comment faire accepter de tels résultats de maladies infectieuses émergentes aux médecins. Merci, M. Hamel. Merci à vous. Merci infiniment, M. Jonca, pour la présentation du cas. Je vais essayer de faire le résumé de votre cas. Et ceci dit, on va faire le résumé en créole.
Dans l'hôpital, dans la zone métropolitaine, là, un docteur t'a demandé d'examiner ça pour une femme malade qui était venue à l'hôpital là. Il t'a demandé un hémogramme, un test VIH avec un examen pipi. Après, le technicien t'a fait réaliser l'examen pipi, mais ça a été jaune pour résultat. Macroscopie, il était ouais que pipi a été couleur jaune. Il était trouble, densité était égale à 1020. Nitrique et immobilinogène était positif. Il était traçant, globule blanc était 2+, et puis protéine était également positif. Dans l'examen microscopie, il était ouais que bactéries étaient égale à T3+, cellule épithéliale 4+, globule blanc 65 à 70 par champ, puis 2+, levure simple 2+, bourgeonnante 3+, globule rouge DA4 par champ. Lorsque le technicien qui a réalisé l'examen pupillien a regardé les résultats, il était obligé d'aller côté docteur pour te proposer pour faire un examen de goutte avec un frottis. Ça nous relève en français, un examen de sécrétion vaginale. Le médecin a estomaqué et il dit s'il était important, il t'a fait. Mais les malades ont été retournés sans que le docteur ne soit au courant, le responsable laboratoire demandé aux malades pour aller faire prélèvement dans la vagin pour lui faire un autre test pour lui. Mais qui ça, résultat, examen ça a été révélé. Bactéries 3+, cellule épithéliale 4+, globule blanc 80 à 85 par champ, puis 2+, levure simple 2+, bourgeonnant 3+, filament mycélien 2+, globule rouge 0 à 2 par champ. Et dans le frottis, il était joint présence de diplocoque gram négatif intracellulaire. Qui est responsable d'avoir été fait après ça? Il n'était pas encouragé à aller côté docteur et lui remettre les résultats avec explication parce que le docteur n'est pas d'accord pour qu'il réalise l'examen bouclant pour malade. Quelle difficulté responsable laboratoire a rencontré et qui permet de lui présenter nos cas ça aujourd'hui? Difficulté pour le demander docteur pour le faire goutte à frottis pour malade. Deuxième difficulté pour te présenter à docteur résultat test goutte là parce que le médecin n'est pas d'accord. Et docteur, l'aile te présenté, docteur t'es vraiment pas content. Donc enfin, lui présenter qu'à ça pour le cas joindre l'idée nous sur façon de réagir, est-ce que c'est beau? Et deuxièmement, comment capable qui ça doit faire pour que lui fait médecin accepter le résultat goutte là, qui est très utile pour le patient. Donc, Monsieur Djoka, est-ce que les résumés reflètent vraiment votre cas? Merci, Monsieur Hamel, c'est bien résumé. D'accord, merci. Maintenant, nous demandons aux prestataires de poser des questions de clarification. Par rapport à cas Djoka présenté, nous avons demandé à chaque monde qui attend de nous pour que vous posez des questions de clarification, qui commentaient que vous capable de faire avec cas Monsieur Djoka. Merci. Nous avons un commentaire, nous avons une question de clarification. Nous avons une question de clarification. Arrêtez que nous freeze. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. OK, merci. Nous avons une question de clarification. HAS. HAS, merci pour la première question. Bonsoir, moi c'est Daverna.
laboratoire HAS. D'accord, merci. Est-ce que le patient lui-même est au courant de CAN, au courant des résultats là, c'est-à-dire qu'on est état et résultats là? OK, merci HAS pour la question. HUM, vous êtes là? Est-ce que le patient est au courant de l'état résultat lié? Non, non. Il faut le dire, M. Hamel, les patients venus dans rendez-vous. En principe, à ce centre hospitalier, l'examen au fin de fête, il doit pour déposer. Le premier examen que le médecin a demandé, le résultat ça a acheminé là. C'est une gravité, examen urinaire qui poussait le responsable laboratoire à prendre décision. Ça. Mais les patients pas au courant de tout ça qui a passé là. C'est ça qu'il fait toute diligence pour le voir immédiatement avant même les patients, si le médecin a été en joint, et résultat des sécrétions vaginales là. Mais patients vraiment pas connaissent rien qui a passé là. OK. D'accord, merci. HAS, vous avez des réponses là? Merci. D'accord, merci. L'autre question pour HUM. HUM a une question. OK. HUM pose lui-même une question. Merci, M. Jonka, pour la présentation. Carrément, pour cette question à Jonka, est-ce que un patient, un hôpital qui a une infection urinaire, est-ce que normalement il doit avoir une infection vaginale? Il fait chef laboratoire demander pour faire sécrétion vaginale pour le malade. Merci. Alors, je dis merci à M. Duclas pour la question. Ce n'est pas doué gagner une infection vaginale, mais ça arrive tout que le gagner une infection vaginale. Et c'est souvent le cas. Gravité infection urinaire, étant capable d'orienter, ce n'est pas tout confirmer ça, mais c'est une recherche que va faire au bien-être du patient. Jean ouais urine, comment c'est souvent ces infections vaginales qui viennent dans l'hôpital, nous pensons que même là, ce n'est pas simple recherche. Le médecin est capable de demander ça dans le premier lot. Vous trouvez que le résultat urinant exciter la curiosité du responsable pour aller proposer au médecin ça. Et le responsable là, il vient même si le médecin n'a pas accepté, mais lui-même, il fait recherche là pour sa propre consommation en tant que professionnel dans le domaine là. Et nous voyons comment ça définit. C'est plutôt au bien-être et de la patiente. Là, nous sommes capables de dire que le laboratoire a raison de demander, proposer au médecin pour capable d'aller dans la recherche là, par rapport aux résultats. OK. Merci. Il y a une autre question. Il y a deux questions. On prend d'abord la question de Donald Sérifin qui est sur la session depuis Centre de santé Casoleil de Gonaïves. Bonsoir Donald. Je vais lire pour vous la question. Est-ce que l'examen de la sécrétion vaginale a été fait bien avant la remise du résultat des examens d'urine? Monsieur Djonka? Est-ce que vous avez entendu la question? Je vais répondre pour vous. Merci de vouloir répondre. Okay. Est-ce que l'examen sécrétion vaginale là est fait bien avant ou remettre le résultat urinaire à le médecin? Non, on va répondre pour ça qui pose des questions. La dernière fois que je suis dans l'intervention de classe, lorsqu'il fait examen, on doit acheminer pour être capable de classer un dossier de chaque patient. Le patient vient dans rendez-vous pour que le dossier avec le médecin. À la suite, on obtenu les résultats urinaires. Depuis le même jour, ça a passé en ligne avec les parties. Depuis le même jour, ça a eu une fait là, le responsable du labo
aller retrouver le médecin pour capable proposer faire ces questions vaginales-là. Maintenant, même s'il refusait, le patient retourne qu'on y a là, responsable laboratoire, à l'institut du médecin, il cherchait malade ça à demander pour le faire et prélèvement de ces questions vaginales-là. Et c'est après, résultat, il fait au même jour en urgence, pendant que le patient encore dans l'attente, il est temps pour des résultats by médecin soignant. OK. Merci, M. Djonka. Il y a une autre question dans le groupe chat, et c'est de la part de M. Dorville. Donc, M. Dorville a écrit, je pense que le médecin traitant reste le principal responsable du suivi médical du patient. Mais, en fonction des résultats observés, le responsable du laboratoire est habilité à effectuer des examens de suivi, néanmoins que cela soit sans frais additionnels pour le patient. OK, c'est une suggestion. Merci, merci, M. Dorville. L'hôpital La Paix, vos questions de clarification. L'hôpital La Paix, merci, vous pouvez poser des questions. Hein? Bonsoir, l'hôpital La Paix. Bonsoir. Il n'y a pas de HUP, c'est une pratique. Étant donné que technicien, il y a un rôle de vocal, médecin, il va faire un examen unique, non pas une faute vaginale. Donc, technicien, il peut le voir, va faire ça, docteur a dit faire. Donc, docteur, il pense lui-même va faire notre suivi nécessaire à un technicien de faire le faute vaginale. Ça, c'est ma clarification. OK, d'accord. Merci. C'est une recommandation. OK. Merci. L'hôpital La Paix. OK. D'accord. Merci, Dorville, pour la correction. C'est Ensa, non, en lieu et place de Dorville. OK. D'accord, d'accord. D'accord. Qui a la parole? Descalabo. Qui est? Descalabo. Ah, Descalabo. D'accord. Donc, l'intervenant vient de dire que le médecin n'était pas encore en connaissance des résultats. Mais si les médecins n'étaient pas encore en connaissance des résultats, comment pourrait-il accepter ce que le responsable labo lui a proposé? Okay, merci, merci. L'hôpital Sainte-Claire de Marchance. Donc, HUM, vous êtes là? Alors, M. Hamel. Oui, oui. Est-ce que vous avez entendu la question? Oui. D'accord, merci. Eh bien, M. Hamel, je pense que les professionnels qui se parlent là, ont une erreur, ils sont capables de comprendre ce qui va t'arriver. Si on va proposer un médecin pour ajouter un test pour un patient, pour explication en bas quand même si on va dire ou nous dit ça. Alors, là, il ne va pas dire médecin, on propose pour capable de faire un test de sécurité pour tel patient. On va dire par rapport à quoi? C'est qui a raison qu'il faut faire la proposition, ça. Okay? Même le résultat en copie dure pour qu'on amène, mais ou même qui sont. Alors, vous êtes là sur côté, mais pourquoi il veut l'évaluer dans le ça? On va aller côté pour expliquer ça. On va dire voilà, et docteur Etel, mais tel bagage dans tel urine, non, est-ce qu'on parle bon ou pas? Nous avons ces questions vaginales pour patient ça. Pour explication quand même, on parle. OK. D'accord. D'accord, merci. Donc, on prend la question de Nicolas et il y a une personne au hub qui a également une question. Bonsoir Nicolas, merci de poser la question. Bonsoir tout le monde, bonsoir Monsieur Hamel. Oui. Question non. Bon, normalement, c'est pas une question. C'est une remarque que je voulais faire sur l'attitude médecin.
On t'a suivi avec un pile attention, présentation. Normalement, des marches au niveau du laboratoire, c'est correct. Ça me l'a dit avant, principalement pour toute technologiste médicale qu'il a. Pas oublier qu'en tant que technologiste médicale, nous constituons le bras droit du médecin. Nous, c'est bras droit médecin. Ça me dit là. Côté que un médecin capable de travailler sans fonctionner sans une infirmière, sans auxiliaire, mais il n'est pas capable de fonctionner travail sans nous-mêmes. Parce qu'il a toujours besoin de résultats pour le travail. Ça veut dire que résultats que nous avons fournis dans le laboratoire, donc, médecins, c'est à partir de eux même que ils peuvent continuer de travailler par eux. Pas oublier avant tout, médecin, les a consulté un patient, il fait ça une impression clinique. Elle a dit, elle pose par patient question, qui ça, les patients soit maladie, si c'est là, mais là, tout dépend de toute information que patient fournit médecin, là, il vient gagner une idée. Mais ça, le penser, il peut confirmer à partir de résultats laboratoires. Moi, je trouve qu'il n'est pas tout à fait normal, bon côté médecin, ça. Ça, c'est un manque de professionnalisme. Je ne suis pas professionnel du tout. D'accord, monsieur n'est plus là. D'accord. Je ne suis pas professionnel du tout. Mais parce que je ne suis pas professionnel du tout. Les responsables de laboratoire présentés côté un médecin, et tout dépend de curiosité de une analyse. Donc, je pense que c'est aider au plus dans la recherche. Donc, c'est collaborer collaborer avec eux. Donc, je pense que c'est une question de supériorité, et puisque c'est médecin, il sait tout. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le comportement médecin. D'accord. C'est ça me devait dire. Merci, Nicolas. Je crois que la prise en charge, c'est un package, donc on devrait travailler en étroite collaboration. Donc, il y a W. Jean qui a apporté un commentaire pour dire que je pense que le laboratoire fait partie d'une institution qui a des normes et ses principes. Donc, est-ce que c'est une question? Il voudrait savoir, est-ce que il y a W. Jean qui s'est levé la main. W. Jean, vous pouvez poser des questions? W. Jean. Allô? Oui, W. Jean, merci. Vous pouvez poser Bonjour. des questions. D'accord. En fait, moi-même, c'est Willem. Jean. Okay. Vraiment apprécié le débat. C'est vraiment intéressant par rapport à ce sujet qu'on débat là. Mais maintenant, je pense que il y a des bagailles tout bon côté nous-mêmes comme techniciens laboratoire pour essayer de comprendre. Ça qu'on arrive des parfois que ou a le temps de faire un bien, ça on fait au final les bien, mais le fait qu'on pas respecter les normes et les principes, il paraît comme mauvais. En ce qui a été institution, j'aime commencer cette question. Monsieur qui institution a des normes et principes. Maintenant, le débat d'abord c'est sous forme non. Qui sa norme, qui sa principe institution dit? Monsieur que les possibles pour institution dit c'est clinique qui demande des laboratoires et laboratoires exécutés. Et nous-mêmes, en tant que vous laboratoire, nous pas là pour nous imposer, nous là pour nous orienter, prise en charge, nous là pour nous orienter diagnostic. Là. Nous pas là pour nous imposer quoi que ce soit. Nous faisons un test pour expérience PAN, pour personnellement, nous avons dit qu'il était supposé faire telle ou telle chose en orientation. Mais maintenant, c'est résultat pour le médecin, lui-même qui peut le décider pour orienter vers l'autre examen qu'il a pour demander. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes supposés imposer. Donc, je pense que là, il y a une faille beaucoup côté personnel laboratoire pour moi-même, parce qu'en termes de suivi, c'est ça vraiment de vous faire, nous juste là pour nous exécuter. Nous exécuter et par rapport à jeune fait exécution, c'est le norme
les principes de qualité, n'a pas orienté cliniquement vers l'autre choix des tests possibles. Mais nous-mêmes, nous pas qu'à imposer un test à clinique pour dire qu'il fait tel ou tel test. En gros, c'est ça, moi, je trouve que bon côté laboratoire, et des petits bagages à moyen, parce que là, en termes de principe, ça c'est violer le principe selon moi-même de fonctionnement institutionnel. D'accord, merci beaucoup, M. Wilner. Donc, c'est un cas qui est présenté. Donc, il était vu une situation, il vient présenter le cas avec nous, ensemble, collègues, pour nous voir est-ce que l'attitude est bon et qui, si nous avons remplacé, qui ça nous a fait. Donc, nous avons une question de clarification. Donc, merci pour le commentaire là. Donc, on prend la question de HUJ. Donc, on va pour répondre après une question HUJ. D'accord? D'accord. HUJ a une question. HUJ, est-ce que vous pouvez poser la question? Le micro de HUJ est fermé. Escalabo. HUJ. HAS. Donc, posez la question, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question, c'est une approche. OK. Nous pas là pour nous imposer un médecin, mais nous sommes capables de proposer un médecin parce que le travail là, c'est un travail de collaboration. Et pas oublier, qui médecin vous voulez, qui n'a pas problème, nous c'est yeux médecins. Nous c'est yeux. Donc, un médecin, pas besoin de orgueil sur côté pour nous faire travail là ensemble. C'est si toutefois, responsable laboratoire là te bail résultat avec patient pour aller, il t'a fait mal. Mais longtemps, ou t'es capable, un docteur est capable de demander un examen par contre qui ça demander. Mais pour nous, si un docteur va demander un examen, nous connaissons pour qui ça demander. Si il y a un avance, si il y a un bagage, nous sommes capables d'aller côté médecin, nous sommes capables de parler ensemble avec lui, c'est un travail de OK. Donc, moi-même, nous avons un cas comme ça, médecin a collaboré avec. Il te voit une H. pylori, pendant que je pique selon Jean-Poisson, moi, je nécessite un hématocrite. Et lorsque je fais hématocrite, je mis 12 médecins qui remercié et qui continué le diagnostic là. Donc, pour besoin, médecins besoin d'être organisés sur côté pour collaborer ensemble avec nous. Qui tu veux, nous c'est grain de jeu. Merci. D'accord, merci. Il y a une question de la part de Saint-Val. Je félicite le présentateur de cas. J'aimerais savoir si le médecin a noté sur le formulaire de demande de test le motif des examens. Est-ce que le médecin avait noté sur le formulaire de demande de test le motif des examens? Donc, est-ce que vous notez les questions, Monsieur Djonka? Donc, notez les questions. On va prendre la question des HUJ. Il y a une question des HUR et il y a une question également au niveau du E. Donc, Monsieur Djonka, notez les questions et par la suite, vous allez pouvoir répondre. D'accord. HUJ, posez la question, s'il vous plaît. HUM? Oui, merci, M. Hamel. Donc, en guise de question, c'est juste une remarque après l'intervention de M. Wilner Jean. Et moi, je pense que dans les rapports des patients, il y a une zone qui est mentionnée dans les feuilles de rapport, c'est remarques. Dans les remarques, on a droit à proposer au médecin ce qu'on pense de diagnostic d'un patient. Donc,
est-ce que le médecin avait demandé le test? Le médecin peut ne pas demander le test, mais on peut toujours proposer dans les remarques par rapport à ce qu'on a vérifié ou ce qu'on avait constaté au niveau des examens. Donc, et au cours de la semaine, il y avait un chirurgien qui était au niveau de notre laboratoire à HUM. Donc, il m'avait dit, sans le laboratoire, le médecin est un divinant. C'est un bon. C'est ce qu'il nous avait déclaré. Parce que sans les examens de laboratoire, il ne peut pas prendre des décisions éclairées. Donc, je pense que s'il y a quelque chose à... Peut-être le médecin peut passer à côté de diagnostic, mais avec le support du laboratoire, on peut proposer. Donc, c'est une proposition, ce n'est pas une imposition. Donc, si on trouve que c'est bon, on peut toujours faire l'examen, surtout si on est dans un milieu universitaire. Donc, il y a encore la recherche, il y a encore la curiosité des professionnels qui peut pousser une personne qui travaille au niveau du laboratoire à faire d'autres examens, même quand ce n'est pas demandé. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Loné. Donc, on prend la question de Mme Magdalene au niveau du hub. Félicitations pour la présentation de cas. C'est vraiment bien. Ma question, j'aimerais savoir la réaction de la patiente en la demandant de faire les sécrétions vaginales. Et ensuite, j'ai une recommandation. Après. Donc, M. Djoka, vous avez entendu la question? Oui, bien entendu. D'accord, merci de répondre aux questions posées avant de prendre les recommandations. M. Djoka, vous êtes libre de répondre aux questions posées. OK, il y a eu une question dans l'air. C'est quel était le motif? Est-ce que le médecin a précisé le motif de sa demande? C'était la première question. Eh bien, le médecin n'avait pas donné de motif. Le médecin était en train de faire des recherches pour pouvoir établir un diagnostic pour sa patiente. Maintenant, le laboratoire était aussi en train d'aider le médecin à mieux retrouver ce diagnostic pour pouvoir mieux soigner sa patiente. Bon, c'était ça la première question, motif. Il n'y a pas eu de motif du côté du médecin. Certaines fois, les médecins les étalent réellement dans les feuilles de demande. Il dit pourquoi il demande tel ou tel examen ou bien une partie de tel examen. Et dans ce cas, non. Eh bien, heureusement, la patiente a été une personne très collaborante. Le responsable du labo lui a demandé d'aller faire un prélèvement de sécrétion vaginale. Elle avait accepté sans aucune mauvaise réaction. Voilà, c'est ce qui a permis au laboratoire d'aller si vite. D'accord? Merci. Okay. D'accord, merci. Maintenant, par rapport à ce cas, on a fait place aux recommandations. Par rapport avec le cas que M. Djoka se présentait, quelle recommandation on a fait ensemble avec elle? Maintenant, on fait place aux recommandations. Donc, docteur Bonsi pas là. Donc, c'est bien le docteur Lafosse qui succède docteur Bonsi. Elle est l'experte de la session. Alors, je salue docteur Lafosse, c'est mon ancienne directrice. Salut docteur Lafosse. D'accord. Donc, on apprend recommandation. Madame Magali a une recommandation. On prend la première recommandation. Madame Magali, merci de faire la recommandation. En fait, cette présentation, pour moi, je pense qu'il est temps que chacun reste dans son coin. À sa place, un psychiatre au technicien de laboratoire, un psychiatre au médecin traitant. Il est temps pour nous de nous asseoir
et de discuter parce que l'objectif pour nous, c'est l'amélioration du patient. Et il n'est pas de question que pour moi, le technicien est supérieur au médecin ou le médecin est supérieur au technicien. Nous formons une équipe et afin d'améliorer l'amélioration du patient. Il y a beaucoup de travail à faire. Sinon, on ne pourrait pas atteindre notre objectif en ce qui a trait, je dirais, l'amélioration du patient. Et nous devons travailler davantage, nous, les technologistes médicaux, afin de retrouver, je dirais, les médecins et de travailler ensemble parce que normalement, on ne devrait pas exécuter, nous les techniciens, nous ne devons pas exécuter ce que le médecin ne demande pas. Ça, c'est pas juste. C'est comme si on peut prendre la place du médecin en quelque sorte. Et on ne pourrait pas prendre la place du médecin et le médecin ne pourrait pas aussi prendre notre place. Chacun doit rester à sa place et travailler ensemble pour arriver à l'objectif que nous souhaitons. Merci. D'accord, merci Madame Mandaline. On prend encore les autres recommandations, brièvement. Donc, il y a Madame Saint-Val. Donc, elle a dit que le laboratoire est l'œil. Le laboratoire est l'œil du médecin. Il faut améliorer la communication entre la clinique et le laboratoire. OK. On prend une troisième recommandation. Il n'y a plus d'autres recommandations? Il n'y a plus de recommandations? Est-ce qu'il n'y a plus de recommandations? Pas d'autres recommandations? HAS? HAS s'est posé plusieurs questions. Est-ce qu'on n'a pas de recommandations à faire avec HUM? On avait aussi une troisième recommandation. OK, s'il n'y a plus de recommandations, je lis les deux recommandations. Donc, il est recommandé au personnel de travailler en étroite collaboration. C'était la première recommandation qui a été faite. La deuxième, c'est l'amélioration de la communication entre la clinique et le laboratoire. Donc, il y a une dernière question qui a été posée. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir discuter ça à la prochaine session. Donc, Monsieur Joka, est-ce que vous avez entendu les recommandations? Et est-ce que vous serez en mesure de mettre en application les recommandations? Excusez-moi, Monsieur Hamel. Monsieur Hamel. Oui. Monsieur Hamel. Oui. Allô? Il y a une recommandation. Oui, oui, s'il vous Je plaît. crois que le technologiste pourrait noter en remarque ce qu'il a trouvé occupant pour le médecin. Comme ça, lui, il saura quoi faire. OK, merci beaucoup. D'accord, merci Marie-Edgar. Je vous en prie. D'accord. Donc, ce sont les trois recommandations. Donc, Monsieur Joka, est-ce que vous serez en mesure de mettre en application les trois recommandations? Monsieur Abel, je remercie toutes les personnes qui ont intervenu pour nous faire des recommandations. Et ce sont de très bonnes recommandations et nous sommes en mesure
de les appliquer pour une bonne amélioration au service des patients, bien sûr. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. HSL, vous pouvez poser la question, bien envoyez-nous la recommandation et sur le groupe Eco Haïti, s'il vous plaît, parce qu'on devrait quand même terminer. Donc, je remercie à tous les prestataires qui ont pu participer à cette session d'aujourd'hui. Sur ce, je vous dis encore une fois merci et au revoir à la session prochaine. Merci, au revoir, merci infiniment. Et je dois applaudir chaudement M. Djoka pour sa présentation. Merci, M. Djoka, c'était vraiment formidable. C'était vraiment bien le cas et c'est un cas qui est tout à fait réel. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Bye bye.